Bonjour et bienvenue sur Égide, je suis Quentin et j'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous la revue du nouveau tome de bataille des Soubla Gravelord qui est en précommande ce week-end ou dans 2 semaines, ça va dépendre de quand les sorties Games Workshop arrivent. En tout cas, les règles sont là, nous n'avons pas les points, mais ça ne nous empêchera pas de faire une projection car d'expérience, on a vu que les points étaient très très proches entre les index et les tomes de bataille, et vu que ce dernier est dans la lignée des autres tomes de bataille, c'est-à-dire avec très peu de modifications, il n'y a pas de raison que des changements en points de manière principale, de manière forte, s'appliquent. Donc voilà, ça va sûrement être les mêmes à quelque chose près, mais on en discutera au temps et au fur et à mesure de la vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça, mais avant, on va parler d'autre chose. Donc aujourd'hui, déjà, on va commencer par un premier point qui est très intéressant pour la chaîne. Je voulais vous annoncer que, vous voyez, c'est écrit en bas, nous avons une collaboration commerciale avec Phoenix Wargame. Donc Phoenix Wargame, pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui propose des outils dédiés à Age of Sigmar, donc des règles, des réglettes, des gabarits de mesure, tout plein d'accessoires liés au jeu, mais pas que pour Age of Sigmar, il y a d'autres produits. C'est un ami, un partenaire depuis longtemps, et aujourd'hui, nous avons trouvé un accord. Donc, vous avez toujours moins 10% sur le site avec le code EGIDE en majuscule, et moi, je récupérerai 5% de ces usages du code. Donc, n'hésitez pas, ça permet de soutenir la chaîne, et puis aussi, vous, d'avoir des prix avantageux sur ces magnifiques produits qui, en tant qu'utilisateur au quotidien, je vous avoue que ça vraiment change les parties, ça vous facilite la lecture des tables, ça vous facilite l'usage du jeu, donc je ne peux que vous encourager à utiliser ces produits-là. Maintenant que ça c'est fait, nous allons parler d'un autre sujet. Beaucoup de joueurs m'en ont parlé, donc je voulais faire un point avec vous. Vous n'êtes pas seul à avoir un peu une baisse de morale au niveau du jeu. D'où ça vient, blablabla, on va faire un point ensemble. En fait, c'est plutôt simple, je dirais. Moi, par exemple, je suis joueur depuis la V3. Donc, il y a 4 ans, quasiment, j'ai commencé le jeu et nous avons découvert un moteur de règles qui était vraiment différent de la V2, dans laquelle on utilisait des tactiques de bataille pour scorer des primaires. On avait des objectifs à tenir et voilà, avec des grandes stratégies qui vous permettaient de gagner plus ou moins vos parties facilement. C'était le moteur global. Dans cela, c'est appliqué des couches de manuel du général qui nous ont apporté des règles complémentaires, des tactiques de bataille différentes, des bonus, des malus, des trucs bien, des trucs moins bien. Voilà, mais tout ça, c'était entre guillemets la V3, la manière de jouer à la V3. Quand on est passé en V4, on nous a annoncé une refonte du moteur du jeu et une simplification de l'usage de ces règles. Il est vrai que le moteur est plus simple entre la V3 et la V4, tout simplement parce qu'on utilise les mêmes mots-clés pour faire les mêmes aptitudes que tout le monde. Avant, chacun avait les siens, c'était un peu chiant. Cependant, le moteur intrinsèquement n'a pas beaucoup changé. On charge de la même manière, on bouge de la même manière, on combat de la même manière, on sauvegarde de la même manière, donc on peut pas vraiment parler d'une version 4 du jeu pour Age of Sigmar actuellement, plutôt d'une version 3.2 du moteur de la V3, quoi. Donc pour toutes les personnes qui, comme moi, ont joué depuis la V3, il y a un peu ce sentiment de redondance. On joue de la même manière, toujours pareil, on aurait aimé qu'en V4, on ait une nouvelle manière de jouer. Ce n'est pas le cas. À ajouter au fait que les scénarios et les tactiques sur lesquels nous pratiquons le jeu, les tactiques sont nouvelles dans l'idée, mais finalement proches de choses qu'on a déjà connues dans la V3. Et surtout, les scénarios, c'est le menu best-of de tous les scénarios de la V3. Et donc, Games nous a dit, oui, vous avez vu, c'est tous les scénarios que vous avez adoré jouer, vous allez les jouer. Ouais, c'est cool sur le papier, sauf qu'en fait, ça fait 3 ans qu'on se les tape, et du coup, là, ça fait presque 1 an, donc 4 ans qu'on se les tape. Et honnêtement, on en a tous ras le cul, parce que les scénarios, on les a déjà faits, et on fait la même chose depuis 4 ans. Et donc, cette chose-là, quand on en discute avec les gens, tout le monde, voilà, un peu ce sentiment de lassitude à ce moment-là. On a eu un gros coup de boost avec la V4, avec la découverte des index du moteur, mais aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens se rendent compte que pareil, au niveau des index, vous avez joué votre armée en V3, la V4, c'est quasiment un copier-coller, il y a très peu d'évolution.
voire des évolutions négatives. Et donc, ajoutez à ça que vous avez vos livres de vos tomes de bataille qui sortent et qui sont censés être le plus beau jour de votre vie parce que votre armée est réécrite, les profils faibles deviennent forts, les forts deviennent faibles, on joue d'une nouvelle manière, ainsi de suite, ainsi de suite. Cette chose-là, malheureusement, depuis le début de la V4, est inexistante. C'est un copier-coller des index qui pose quand même problème parce qu'en fait, les premiers servis vont être les plus malheureux pendant 3 ans parce que on va, je veux dire, vous êtes Iron Joe, vous avez joué Iron Joe pendant 3 ans avec pas mal de règles. En V3, vous passez en V4, vous avez moins de règles et on vous dit, en plus, vos règles seront toujours aussi pauvres pendant encore 3 ans. Donc voilà, on peut comprendre ce côté frustrant et moi je le ressens, vous le ressentez, c'est normal, hein. N'ayez pas de crainte, dites-vous pas que vous êtes seul, on est plusieurs comme ça. Et en fait, l'effet, on va dire, miroir qui se coule, qui se produit aussi, c'est que on peut se dire Stormcast, Skaven, c'est les deux premiers. Stormcast, il est toujours les plus pénalisés à ce niveau-là, s'ils sortent en premier. Skaven, c'est toujours le BT qui tombe en face des Stormcast qui est aussi pénalisé. Mais là, on commence à arriver aujourd'hui avec Soulblight à presque 1 an de jeu et on aurait aimé un vrai kick dans la sauce, quoi, vraiment un vrai renouveau. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous allez voir que le tome de bataille est quand même très proche de l'index. Et je pense que pas mal de joueurs se projettent dans l'avenir et se disent, en fait, est-ce que j'ai envie de continuer? Parce que finalement, si je vais me retrouver dans 6 mois avec mon tome de bataille qui va être le même que mon index, que déjà que j'ai joué pendant 3 ans, j'ai pas envie de jouer au même jeu pendant 6 ans. Donc vous n'êtes pas seul, on est plusieurs à penser ça, on est nombreux, on a tous le même sentiment, c'est normal. Cependant, on a pu voir ensemble que l'éditeur nous a montré le prochain manuel du général qui, a priori, est le vrai moteur de la V4. Il semblerait que nous jouons maximum sur 6 objectifs, que les scénarios sont complètement refaits, la manière de scorer des points est complètement refaite, et on est sur un système beaucoup plus proche finalement de fer de lance que de Age of Sigmar V3, dans lequel vous allez tirer des cartes. Ces cartes, vous avez des tactiques à faire, vous allez pouvoir les brûler comme dans fer de lance pour pouvoir bénéficier de buffs et ou d'équipements pendant la partie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va avoir un renouveau complet du jeu et quelque chose que les joueurs attendaient en fait finalement. Est-ce que ça arrive pas un an trop tard? Je dirais que si, c'est dommage. Ils auraient peut-être pu nous faire un manuel du général qui, au lieu d'arriver en juin, aurait pu arriver vers décembre. Cependant, a priori, l'éditeur a des gros problèmes dans l'impression de ses figurines, de ses livres, de ces choses-là. On le voit à 40K. 40K, c'est le fer de lance de Warhammer tout court, quoi, de Games Workshop. Et donc, vu les problèmes qu'ils ont chez eux, ça retombe chez nous. Aujourd'hui, nous, on n'a aucune visibilité sur le futur, c'est normal parce qu'eux n'en avaient pas, et c'était très flou, ils viennent d'avoir les leurs, donc nous, on est impacté par ça aussi. Donc c'est tout à fait normal. Et il y a même, grâce à ça, des bruits de couloir qui courent, comme quoi, à la sortie du manuel du général, des index seraient refaits et des tomes de bataille auraient des suppléments gratuits en index qui viendraient modifier ces derniers. Donc, on va croiser les doigts pour que ces rumeurs soient vraiment fondées et que l'éditeur propose aux joueurs STD, aux joueurs Iron Joe, aux joueurs Crude Boy, aux Skaven, aux Soulblight, voilà, à toutes les armées qui ont déjà leur livre et qui sont assez pauvres dans la nouveauté des règles, une version modifiée qui puisse s'adapter un peu plus à la version 4 du jeu, au nouveau moteur qui devrait arriver avec le manuel général. Et aussi une modification de certains index qui peut-être arriveront beaucoup plus tard dans l'année et donc qui laisserait supposer aussi que l'éditeur pourrait prendre ce malin plaisir à remodifier les index au fur et à mesure, ce qui est très très encourageant pour le jeu et la manière de jouer. Donc en avant, en avant, en avant, nous avons 1 mois et demi pour avoir des nouvelles et dans 2 mois, tout le monde est heureux et on a retrouvé la patate. Voilà, donc je sais que c'est pas très très encourageant le début de mon pitch, mais vous inquiétez pas, normalement tout devrait aller dans le bon sens. Bon, maintenant que ça c'est fait, nous allons pouvoir passer à la revue du tome de bataille des Soulblight Gravelord. Comme je vous l'ai dit juste avant, premier point négatif, malheureusement c'est un copier-coller de l'index. Donc si vous avez vos index, vos cartes, vos trucs, gardez-les, prenez un feutre, faites un errata dessus, voilà. Il n'y a pas d'intérêt principal, on va dire, à racheter le livre, si ce n'est avoir le code dans l'application. Sinon, malheureusement, voilà, c'est quand même très très proche.
Je tiens aussi à mettre en lumière le fait que l'éditeur avait mis un message quand ils nous ont présenté les Sublight, comme quoi certaines unités restaient. On nous avait dit que le Terror Gaze restait, que le Dragon Zombie restait malgré le nouveau dragon présenté qui est très très beau. Ce n'est pas le cas. Le BT, vous perdez quand même beaucoup de ressources. Vous perdez le Terror Gaze, le Dragon Zombie, le Vampire Lord sur Dragon Zombie, pareil, il saute. Vous perdez toute la famille de la boîte du jeu à part là, avec les mecs avec les grosses haches, tous les petits héros clodo, voilà, je me rappelle plus comment ça s'appelle là, mais vous perdez tout ça, ça dégage. Voilà, il y a beaucoup de trucs qui sortent de la range. Vous avez du coup moins de règles, mais d'un côté c'était des trucs qui n'étaient pas joués, donc c'est pas une grosse perte, mais ça reste quand même frustrant pour les personnes qui avaient acheté la boîte avec les petits personnages, les petits trucs, et qui pouvaient aller chercher une règle qui se coule, un machin, un truc. Tout ça, ça dégage. La seule chose que vous avez, ce sont vos Warscrolls principaux et une bande Warcry, tout simplement. Ce qui laisse supposer qu'à l'avenir, si vous avez des bandes Warcry vieilles, elles vont dégager de la range. Si vous avez des personnages un peu bizarres qui viennent de vieux trucs, pareil, ça va dégager. Qu'est-ce qui va rester dans City of Sigmar A priori, peut-être que les humains, donc on va voir, on va voir. Voilà, ça c'était le petit coup de gueule négatif, c'est un peu chiant. Sous prétexte qu'ils ne savent pas écrire des règles, de virer des trucs comme ça, parce qu'en fait, on fait des investissements, on part du principe qu'on va pouvoir utiliser nos figurines, et en fait, c'est pas le cas, donc frustrant, surtout quand ils font un article et qu'ils disent que ça reste. Moi, vraiment, j'avais été très surpris quand dans l'article, ils avaient dit que le dragon zombie, ça restait, le terror gaze, ça restait. Je me suis dit, trop cool, il y aura 3 dragons, chacun avec des trucs et tout. Non, non, pas du tout. Donc, je vous encourage en tout cas à jouer, bah, par exemple, c'est Manfred, la nouvelle figurine. Si vous avez l'ancienne, n'hésitez pas à garder l'ancienne, juste à le resocler. Votre Terror Gaze, Dragon Zombie, si vous jouez pas fake, resoclez-les et puis jouez le nouveau dragon à la place. Personne va vous faire chier sur ça. C'est vraiment très très casse-couille. Pareil, vos Graveguard, ils sont refaits, les nouveaux sont magnifiques. Attention, ils passent sur ça de 32. Il va falloir les resocler. Mais principalement, vous pouvez quand même jouer les anciens. Allez, on est parti pour la lecture des nouvelles règles. Donc, lecture, analyse, que vous voulez. On va commencer avec les traits de bataille. Donc, les traits de bataille ont légèrement été modifiés par rapport au décor de faction que vous avez. Donc, qu'est-ce qui ne change pas? Quand vous êtes vampire, vous avez mot-clé vampire et que vous faites une fight ability, vous combattez, vous soignez D3. Si vous avez tué une unité, c'est tuer une unité, vous soignez de 2 D3 à ce niveau-là. Donc ça n'a pas changé. Vous avez toujours la Deadly Invocation qui vous dit en face de héros de choisir un héros sous Black Gravelord, de choisir jusqu'à 3 unités alliées Deadwalker ou Death Rattle, donc les zombies, loups, Fellbat, squelettes en tout genre. Voilà, entièrement à 12 du héros. Vous soignez 3 points de vie à la cible, et s'il n'y a pas de points de vie à soigner, vous pouvez remonter jusqu'à 3 PV de modèle. Voilà. Donc 3 petits squelettes d'un PV ou un modèle d'une unité qui serait pas blessée. Donc ça n'a pas changé. Vous avez toujours la capacité de mettre en frappe en profondeur, on va appeler ça en réserve, vos unités Death Rattle et Deathwalker. D'accord, donc ça, rien de nouveau sous le soleil. On vous précise toujours qu'il doit y avoir plus d'unités sur le champ de bataille qu'il y en a en réserve, classique, et que maintenant, au lieu de les déployer, ces unités, autour des éléments de décor sur le champ de bataille, vous allez devoir les déployer entièrement assises d'une Curse Sépulture, donc on va appeler ça le décor de faction, et à plus de 9 de vos unités ennemies, ou entièrement à 6 des bords du territoire qui sont entièrement dans votre territoire à plus de 9. Ce qui, pour les joueurs qui avaient l'habitude de prendre la table facilement avec vos unités en réserve et tout, aujourd'hui ça devient tout de suite beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le entièrement à 6 de vos bords du terrain de votre territoire, finalement, vous êtes déjà chez vous, donc autant les déployer sur le terrain. Donc ils pourront toujours revenir éventuellement si vous sortez, blablabla, pour défendre quoi que ce soit. Et du coup, ça devient tout de suite beaucoup moins oppressant pour vos adversaires, parce que vous savez que
voilà, vous jouez contre Sublight, il y en avait marre d'avoir des mecs qui repopètent partout dans votre cul, vous pouvez pas sortir les objectifs, blablabla. Ça, c'est fini. C'est que chez soi ou entièrement assise d'un élément de décor. Il y a plus des 9 des ennemis. Donc l'élément de décor, c'est l'élément de décor des Soulblight. Voilà. Donc on commence à comprendre un peu que maintenant la repop le fait de sortir des frappes en profondeur des Soulblight est un peu moins oppressante à ce niveau-là. Et pour aller en combo avec cette règle, vous avez la Endless Legion, donc anciennement, vous pourriez payer un point de commandement pour ramener à la vie à moitié effectif une unité de Death Rattle ou Death Walker à la vie. Et ça, pareil, c'était autour des décors que vous le remontiez. Et bien là, maintenant, c'est fini. Ça sera entièrement à 12 de vos... Comment ça s'appelle entièrement donc à 12 d'un héros ou entièrement à 6 d'une curse sépulture. Donc, ce qui fait que soit vous avez, entre guillemets, cette capacité de bodyguard de vous remonter autour de vos héros, soit, si vous voulez aller plus loin dans le territoire, ça sera autour de vos décors de faction. Et à plus de 9 de vos adversaires. Vous conservez toujours le truc de, pendant votre phase de mouvement, vous pouvez le faire pop à 3 le 9, mais vous ne pouvez pas charger. C'est assez intéressant comme règle. Les joueurs sous Blight connaissent la puissance de cette règle-là. Donc vous la conservez. Cependant, vous voyez que c'est maintenant once per battle army, any movement phase. Donc vous n'avez plus besoin de payer de points de commandement, c'est gratuit. Cependant, vous allez pouvoir faire ça que 5 fois dans une partie de jeu, parce que Battle Round, il n'y en a que 5. Et Any Movement Phase, heureusement, ça, on va dire c'est plus facile à jouer que si c'était la vôtre. Donc vous allez pouvoir remonter comme ça que voilà, au tour 1, au tour 2, au tour 3, au tour 4 et au tour 5. Donc c'est un... Comment dire ? C'est un nerf, principalement parce que vous êtes beaucoup moins flexible sur la zone de repop. Vous êtes beaucoup moins flexible aussi sur... comment ça s'appelle ? Le temps où vous voulez vous en servir, parce qu'avant, vous pouviez le faire 10 fois techniquement dans une partie, si vous perdiez des unités tôt. Là, vous allez pouvoir le faire que 5 fois. Cependant, c'est gratuit maintenant. Donc ça, c'est cool. Et je trouve que ça apporte un peu plus de profondeur dans dans cet usage, parce que vous, en tant que joueur sous Light, vous allez devoir réfléchir à votre construction de liste, à quelles sont les unités que vous allez devoir ramener, parce que finalement, vous êtes limité à en ramener que 5 dans une partie, sachant que si vous ne perdez pas d'unité tour 1, et que votre adversaire vous en tue pas, finalement, ça fait que 4. Donc, ça va souvent être que 4. Voilà. Et même votre adversaire, lui, va pouvoir commencer à construire sa réflexion en se disant, OK, donc mon adversaire peut ramener que une fois par battle round. Donc, si je tue rien pendant cette phase-là, et du coup, par exemple, le joueur sous Blight joue en premier, il n'y a rien qui meurt. Moi, je ne tue rien au tour 1. Il rejoue le Soul Blight, moi je joue, mais je le tue après sa phase de mouvement. Et en fait, il aura perdu 2 tours. Donc, vous voyez, il y a toute une construction comme ça de réflexion qui, je trouve, très intéressante à ce niveau-là. Et en plus, c'est gratuit, donc vous allez pouvoir utiliser votre CP pour faire autre chose qui est très très intéressant. Je sais que ça va déplaire à pas mal de joueurs, mais en tout cas, je trouve que cette règle est un peu plus équilibrée et apportera plus de réflexion dans le jeu. Maintenant, nous allons arriver à la nouvelle règle qui est Ancien Brutal Site, qui est votre règle comme les Scaven de New Hall, où vous allez pouvoir poser vos sépulcres, votre décor de faction, quoi. Donc, vous allez pouvoir poser le premier décor de faction entièrement dans votre territoire, comme tous les décors de faction, à plus de 3 des objectifs, à plus de 3 des éléments de décor, point barre. Et maintenant, on vous dit que once per battle army au deployment phase, donc une fois que vous êtes dans votre phase de déploiement, vous allez pouvoir donc positionner un tombeau sur le champ de bataille. Si vous avez un tombeau qui est positionné sur le champ de bataille, donc vous allez le mettre obligatoirement, vous allez pouvoir en positionner 2 si vous le souhaitez, c'est jusqu'à 2, donc vous n'êtes pas obligé de mettre les 2 plus pour arriver à 3. Sur le champ de bataille, du coup, le premier doit être à plus de 3 de toutes les autres unités, objectifs et terrain features, c'est standard, et le second doit être entièrement à l'extérieur, entièrement à l'extérieur de l'ennemi territory et à plus de 3 des unités objectifs. Donc, vous comprenez que vous allez en avoir un chez vous, un que vous allez mettre où vous voulez sur le champ de bataille à plus de 3, et un qui doit être à l'extérieur du territoire ennemi, donc dans les zones de No Man's Land, ou chez vous, vous pourrez en avoir 2 dans l'idée.
Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on peut en mettre jusqu'à 3? Bah, vous verrez, il y a un petit combo à un moment qui peut se mettre en place à ce niveau-là. Et donc, on comprend aujourd'hui l'importance de positionner correctement ces sites de pouvoir parce que si vous ne les avez plus, bah, vous allez perdre la capacité de sortir des tombes de la frappe en profondeur parce que vous ne pouvez pas sortir autour des héros mais seulement du bord du terrain et des corps de faction et que vous revenez à la vie autour des héros ou des décors de faction. Donc si on n'a plus les corps de faction, ça commence à être compliqué. Gros bémol à ce niveau-là, comparé au décor Stormcast, au décor Iron Joe, au décor STD, vous allez être dans l'obligation de passer à la caisse et d'acheter ces grosses merdes. Le décor est magnifique, cependant, c'est comme les Sylvanettes, un décor obligatoire parce que sans ça, vous allez perdre une partie de vos règles. Heureusement, je vous conseille fortement de juste prendre l'empreinte au sol de ces derniers et de passer par des impressions. C'est juste des mausolées, il n'y a rien d'exceptionnel. Je suis sûr que même en kit bâchant les mausolées de la V2, vous pouvez y arriver. Donc à ce niveau-là, tant que l'empreinte au sol est la même, pas de souci particulier. Donc tout de suite, nous allons regarder le décor de faction. Le décor de faction, c'est 3 modèles à peu près similaires à ce qu'on voit à l'écran. 8 PV, save à 4. Donc ça reste très fragile avec une ward à 6. Ça peut, une unité qui fait 100 points, 100, 110 points, peut aller en chercher un et le détruire. Donc faites attention où vous allez poser ces choses-là. N'oubliez pas que actuellement on peut charger les décors de faction, donc ça peut donner des tremplins, ainsi de suite, ainsi de suite. Quelles sont les règles de ces décors de faction? Il est cover et impassable. Donc impassable, vous ne pouvez pas finir dessus ni le traverser. Et cover, ça vous offre le -1 pour être touché pour les tirs ou les attaques qui passent à travers ces décors. Voilà. Donc vous avez la règle du locus qui vous dit qu'à chaque fois qu'un allié, un friendly, sous Black Gravelord Wizard va lancer un summon spell, mais du Manifestation Gravelord, donc en fait c'est le domaine des invocations des Endless Spells des Sublight, vous allez pouvoir mesurer la distance à travers cet élément de décor. Donc une facilité finalement pour pouvoir lancer vos sorts persistants sous Blight. Les sorts persistants sont bons, on va dire entre guillemets, sont relativement bons. On a vu des trucs beaucoup plus pires ailleurs. Donc très intéressant pour pouvoir faire ça. Et le deuxième passif qui vous dit qu'à chaque fois qu'un modèle meurt dans les 9 pouces de ce terrain, vous soignez le terrain de 1. Bon, c'est très intéressant pour pouvoir donner de la survivabilité à cette figurine. Cependant, je pense que si vous allez la chercher pour la détruire, vous la détruirez. Voilà, c'est la réflexion que j'ai. En tout cas, voilà, intéressant pour placer des endless spells. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir bloquer peut-être l'accès à certaines choses, pouvoir faire des dégâts, des machins, des trucs, voilà. Il va y avoir une certaine appréhension à l'endroit où vous placez vos cœurs sépultures, en tout cas pour pouvoir bien gérer vos endless spells et l'usage de ces derniers. Du coup, vu qu'on parle de lancer des endless spells, on va regarder les nouveaux endless spells des Soulblight sont magnifiques. Donc nous avons la main de Nagash. La main de Nagash, valeur de lancement de 7, entièrement à 18 du porteur, du lanceur, donc ça fait une grosse zone pour le lancer et à plus de 9 de vos adversaires. Qu'est-ce que nous avons de beau? 10 PV save à 5, ward à 6, donc c'est relativement correct pour un sort persistant, ça ne devrait pas se faire sortir trop vite non plus. Valeur de bannissement de 8+, donc c'est quand même fort. Et bouche de 8. 5 Mazera d'attaque, 4-2, -1-2, crit mortel, bon. Principalement, c'est pas là pour cogner, hein. On le voit bien, mais ça peut faire des petites blagues si vous êtes engagé avec et tout. Et le socle a l'air d'être quand même assez grand à ce niveau-là. Donc principalement, quel est l'intérêt de la main de Nagash? C'est en phase de combat, si vous êtes engagé avec cette manifestation sur un 4+. Donc 4+, on sait que c'est très frustrant, mais c'est un endless spell, ça meurt, ça revient, ça meurt, ça revient. Et l'effet est quand même très fort. Vous allez du coup appliquer les 2 effets suivants. Vous allez réduire l'OC de l'unité en question sur lequel vous avez réussi votre 4+, à 1. Donc un dossier, ça peut vite emmerder parce que finalement, avec un petit héros, une petite unité qui traîne, vous pouvez reprendre le contrôle d'un objectif. Et surtout le deuxième qui est très fort, on vous dit que l'unité en question
ne peut pas utiliser de movabilité, donc vous n'allez pas pouvoir faire toutes les aptitudes de vos unités ou du jeu qui ont le mot-clé move, donc le mouvement, le retreat, la charge, ces choses-là. Cependant, ces choses-là sont applicables que quand vous êtes within 3, donc dans les 3 pouces de la manifestation. Donc principalement, quand vous êtes engagé avec cette manifestation, qu'elle a réussi son 4 puces sur votre unité, le but c'est de la virer. Donc soit vous la virez en la bannissant, soit vous la virez en la détruisant. 10 PV save à 5, ça va pas non plus rester très très longtemps. Donc on comprend un peu l'équilibre. Cependant, ça va forcer votre adversaire à investir des ressources pour vous la sortir. C'est-à-dire un bannissement qui peut rater, parce que c'est quand même 8+. Une phase de combat avec une unité violente qui n'a pas envie de taper dessus, mais qui doit quand même taper dessus, parce que s'il tape pas, il peut pas bouger. Donc vous comprenez comme ça toute la subtilité de ce Endless Spell que je trouve très fort à l'usage pour cette règle-là. Et en plus de ça, elle se paye le luxe d'avoir la capacité, à part le tour où elle est invoquée, donc à part le tour où elle est setup, je veux dire, parce que quand vous invoquez une manifestation, elle est setup, mais il y a d'autres manières aussi. Vous allez pouvoir la retirer du champ de bataille et la setup, donc quand elle est setup, elle ne peut pas rebouger. Et du coup, à plus de 9 de vos unités ennemies et rouler un 2+ sur un D3. Et si vous y arrivez, eh ben vous allez pouvoir bouger de cette distance. Donc, potentiellement rentrer sur un objectif, vous rapprocher d'une unité que vous souhaitez charger pour pouvoir appliquer votre malus d'OC et d'incapacité au mouvement. Donc voilà, plein d'opportunités qui peuvent se faire. La main de Nagash peut très bien se téléporter vers un sorcier ou un prêtre qui est tout seul. 5 attaques, 4-2, moins 1-2. Finalement, c'est le profil quasiment classique de tous les héros. Bon, c'est plus 5 attaques, 3-3, moins 1-2, mais l'un dans l'autre, on peut y retrouver si ça roule bien avec Crit Mortal. Donc, moi, je trouve que c'est un Endless Spell qui a quand même beaucoup d'intérêt, surtout que la valeur, c'est 18 pouces. Donc, si vous mettez votre maison, là, vos WC, là, assez loin dans le territoire, bah, vous allez pouvoir potentiellement, dès le tour 1, setup cette manifestation quelque part et au tour d'après se téléporter. Vous voyez, il y a pas mal de choses à faire avec, en tout cas. Je trouve qu'elle a beaucoup d'intérêt. Ensuite, pour le Unholy Reliquaire, donc pareil, la valeur de cast, c'est 6, c'est pas 7 cette fois-ci, et c'est entièrement à 18 du lanceur, ça n'a pas de mouvement, donc vous pouvez la mettre où vous voulez. Donc pareil, ça commence à faire des belles valeurs, hein, entièrement à 18. 8 PV save à 5, ward à 6, c'est correct, ça se fera pas normalement trop vite détruire par n'importe quoi. Et la capacité qu'a cette petite reliquaire est très intéressante. Elle vous demande en phase de combat de choisir un héros sous Black Gravelord entièrement à 12 et de choisir un des effets, soit le soigner de D3, soit d'ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée pour le reste de ce tour et le banish. Donc on comprend l'intérêt principal pour moi, c'est d'apporter du soin en soutien, parce que tant qu'il est là, il reste sur le champ de bataille, il peut soigner de D3 les héros entièrement à 12, donc c'est du soin, c'est de la récursion, c'est des points de commandement que vous n'avez pas besoin de dépenser pour faire des rallyes, des choses comme ça. Et éventuellement, vous pouvez rajouter plus une attaque. Attention, c'est toujours pareil, ça n'affecte pas les compagnons, donc il n'y a pas beaucoup de héros qui sont très heureux de gagner plus d'une attaque. Mais bon, ça peut faire une blague de temps en temps, pourquoi pas. Vu qu'elle ne bouge pas, si jamais vous avez besoin, entre guillemets, de la placer ailleurs au tour d'après, vous utilisez ça et elle est retirée du champ de bataille. L'autre, vous avez les Sanguine Swarm, donc ça, c'est les petites chauves-souris. Donc pareil, lancement de 6, entièrement à 18 du sorcier et à plus de 9 des unités ennemies. 6 PV save à 6, il y a 2 modèles. Bon, principalement ça bouge de 12, c'est ce qu'il faut noter. Au combat, c'est un peu dégueu, c'est 10 attaques 5-5 sans reine des gains, mais crit mortel, donc ça peut aller gratter 2-3 points de vie. Bon, c'est pas exceptionnel. Cependant, cette manifestation, vous voyez, elle doit rester within 9 l'une de l'autre, donc ça vous fait quand même un beau body. Et du coup, ça peut vous bloquer des goulots d'étranglement entre des décors, vous pouvez le mettre devant vos unités pour éviter de vous faire charger. Vous voyez, c'est plein de petits tricks de mouvement que peut apporter cette manifestation, donc c'est très intéressant. Et à chaque fois qu'elle fait un crit hit, elle se soigne de 1. Bon, ça va pas la faire vivre longtemps, parce que si PV en save à 6, n'importe qui peut les virer. Mais voilà, si vous savez pas quoi faire sur un tour, pourquoi pas, ça peut... le fait que ça soit 2 socles, comme je vous dis, c'est toujours intéressant.
Alors maintenant, nous allons passer donc dans les battle formations. Les battle formations, c'est vos sous-factions que vous choisissez pour influencer le gameplay de votre manière de jouer, de votre armée. Donc principalement, qu'est-ce qui a changé? Strictement rien. Vous avez la Légion de Chiche qui vous dit c'est un passif. Quand vous utilisez la capacité d'aide d'invocation, vous pouvez choisir une unité de plus. Donc soigner 3 points de vie, remonter 3 modèles. C'est situationnel à votre liste d'armées. Sur le papier, c'est très fort parce que vous vous dites ouais, cool, je vais pouvoir remonter encore des squelettes, des zombies. Cependant, il faut avoir des unités qui soient en capacité d'être remontées, qui soient blessées. Voilà, c'est toujours compliqué. C'est un peu, c'est un peu dur à mettre en place. C'est très rare qu'on arrive à utiliser les 3 occurrences en permanence. Ensuite, Bacchanal of Blood, c'est celle qui est la plus utilisée, je trouve, et qui est très intéressant. C'est plus un casse pour les vampires et plus un bless pour les jets de blessures pour les vampires quand vous avez chargé. Donc en fait, bah, vous lancerez vos sorts avec plus 1. On a vu les manifestations qui sont sur du 6, sur du 7, qui passeraient du coup tout de suite sur du 5 ou du 6. Donc très facile à lancer. Vous avez des beaux sorts en Soul Blight qu'on verra après. Et quand vous chargez, plus un bless, en fait, principalement tous les vampires blessent à 3, donc vous vous retrouvez à blesser à 2. C'est super bonne sous-faction, quoi. Death Central Drop, donc celle-là, c'est celle qui vous permet de choisir en phase violette 3 unités Deadwalker qui ont le droit de peel-in et de mettre des 3 blessures sur un 2+. Pareil, list building, si vous n'avez pas de vampire et que vous voulez pas prendre du repop, vous irez chercher ça. Pourquoi? Parce que vos loups, vos fellbats, vos zombies peuvent peel-in et mettre des blessures mortelles. Et c'est des unités qui souvent sont engagées parce qu'elles sont chiantes à tuer. Et du coup, vous permettent de rentrer dans des objectifs, faire des blessures, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une très très bonne sous-faction, list building dépendante. Et la dernière, Death March, qui vous dit que vous ajoutez 1 à la pénétration des armes de mêlée des unités Death Rattle, donc vos squelettes. Donc les Black Knight, les 2 héros squelettes montés, le Witch King, donc le squelette à pied, les squelettes de base, les Graveguards, voilà, donc ces modèles-là. Quand vous chargez et que vous êtes plus nombreux que l'unité en face. Donc les héros, vous en bénéficierez jamais parce que vous ne pouvez pas être plus nombreux que 1. Par contre, les autres unités, sous condition, si vous êtes plus nombreux que l'unité, vous chargez, plus de pénétration d'armure, ça commence, même sur des unités qui ne sont pas d'élite, à saturer. C'est très très intéressant. Donc on comprend 4 orientations. Je pense que principalement, ça va être Bacchanal of Blood qui sera le plus utilisé. Death March si vous êtes en full squelette, ou grosso merdo beaucoup de squelettes. Et si vous avez un mix avec des squelettes, des vampires et des Deadwalkers, la troisième est très très bien aussi. Alors ensuite, pour les traits héroïques, pas de gros changements, vous allez voir. La première, Lash of the Sire, c'est toujours pareil. Vous prenez un héros qui a le trait héroïque. Sur un 2+, il peut choisir une unité sous Black Gravelord qui est Within 3 et lui permettre de bouger de D6. Et cette unité n'a pas le droit de rentrer en combat avec. Cependant, si elle est déjà en combat, elle a le droit de faire un mouvement de peeling, donc de bouger de 3 pouces. Toujours on va dire, c'est l'outil passe-partout pour pouvoir faire avancer vos gars qui sont assez lents, blablabla. Blablabla. On la voyait souvent parce que le reste n'était pas non plus exceptionnel. Vous avez le Unhearing Rampager qui vous dit que le porteur peut relancer les jets de charge. Cependant, vous n'avez plus de Vampire Lord, un Dragon Zombie, donc pas un gros ton qui peut le prendre. Les autres vampires nommés ne peuvent pas le prendre. Finalement, ça va se limiter à un Vampire à pied, parce qu'on a vu qu'il relance les charges, on s'en bat un peu les couilles. Et sinon, un Vampire sur Poney, il les relance nativement. Donc celui-là, je le trouve vraiment inutile actuellement, à voir s'il y a d'autres sorties qui viennent plus tard dans l'année. Et le dernier, il vous dit de prendre à votre phase de héros une unité Death Rattle ou Deadwalker qui a 2 modèles ou plus et qui est entièrement à 12 du porteur, et vous pouvez ajouter D6 à l'OC. Actuellement, le contrôle d'OC, c'est de la merde. C'est très rare qu'on se batte pour ça. Est-ce qu'avec le nouveau manuel général, ça sera pertinent? Nous verrons. Donc, principalement, vous allez continuer à jouer Lash of the Sire. Le reste, on s'en fout complètement. Pour les Artifacts of Power, donc le premier, le Terminus Clock, qui a un peu changé. C'est la première modification. Qui vous dit que le porteur roule un dé sur un 3+, jusqu'au début du prochain tour, start of your next turn, de votre prochain tour. Vous faites -1 pour les lancements de sorts des sorciers qui sont à 18 pouces de l'unité. Donc très intéressant pour débuffer les sorciers adverses. Vous mettez -2 éventuellement si le gars paye un PC ou la nana pour lancer un sort au tour adverse. Cependant, il faut être à 18. Alors, vous avez quelques bons porteurs qui ont soit de la mobilité, soit de la faible pour pouvoir la piquer.
pourquoi pas? Intéressant, je sais pas si on le verra beaucoup, mais ça peut faire chier. En tout cas, en équipe, ça peut être un très, très bon outil. Vous avez le Shard of the Night qui vous dit que vous ignorez les jets de modification pour les sauvegardes de tir, quoi, les attaques de tir qui ciblent votre porteur positivement et négativement, donc vous êtes éthéré au tir. Inutile aussi, je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, vous avez principalement plus de dragons, de seigneurs de Vampire Lord sur Dragon Zombie. Les héros qui peuvent le prendre à pied, ils sont déjà pas ciblables au tir. Et les deux seuls héros qui peuvent le porter, qui sont pas des piétons, c'est le Steed et le nouveau Vampire Lord sur poney. Alors ouais, ça peut être intéressant qu'ils le portent, mais finalement, je suis pas sûr que ça soit des unités que votre adversaire va vouloir investir beaucoup de points. Vous voyez, c'est un petit peu antinomique dans la manière dont le jeu est construit aujourd'hui. Donc pareil, je trouve pas que ça soit un super beau porteur. Et le dernier, donc c'est un nouveau, qui est l'Amulet of the Graves, qui vous dit que si vous avez moins que 3 sépulcres, donc c'est votre décor de faction sur le champ de bataille, vous allez pouvoir, once per battle, your hero phase, donc une fois par partie à votre phase de héros, faire pop sur le champ de bataille un sépulcre à plus de 9 pouces des unités ennemies, à plus de 1 pouce des unités alliées et à plus de 3 des objectifs et autres terrain features. Ça peut paraître complètement naze, cependant ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos terrains de faction, une fois qu'ils sont détruits, ils sont détruits. Vous n'avez pas la possibilité d'en faire repop. Et là, en fait, vous allez pouvoir en faire repop au timing que vous le voulez, le placer où vous voulez, quand vous le voulez. Vous êtes tour 3, la partie est bien avancée, l'élément que vous avez mis chez l'adversaire ou très avancé, il est détruit. Le deuxième est détruit, vous n'avez plus que le vôtre ou je ne sais pas quoi. Et ben, vous pouvez le faire pop. Vous savez que vous allez pouvoir faire votre raise autour. Vous allez voir qu'il y a des règles qui fonctionnent autour des éléments de décor. Donc, vous allez pouvoir donner des bonus à votre élément de décor, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça vous fait de la projection, ça vous fait de la frappe en profondeur, ça vous permet de remonter un décor. Donc, je trouve cette chose-là très, très forte. Et dans la main des bons joueurs, ça va être un super joujou. Je comprends que le terminus clock, il est vraiment sexy, mais à l'usage, je pense qu'on verra beaucoup plus d'Amulet of the Grave parce que, intrinsèquement, ça vous propose une meilleure rejouabilité de vos propres règles. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Alors ensuite, on va passer au sort. Là, je suis sur l'index. Pourquoi? Parce qu'en fait, rien n'a changé. Donc, tout est en lancement de 7. Vous avez toujours la ville transfert qui vous dit de choisir une unité ennemie à 18 pouces ou lancer autant de dés. Chaque 6, c'est une blessure mortelle. Si vous tuez un modèle, vous pouvez vous soigner de D3. Bon, c'est pas exceptionnel. Vous avez par contre la Prison of Grief qui, elle, est très forte. C'est sur le lancement de 7 à 12. Et vous mettez un strike là jusqu'au début de votre prochain tour. Donc, très très fort, vous allez comprendre parce que vous avez des occurrences de règles qui vont vous permettre d'être facilité à ce niveau-là. Donc voilà, un strike là sur du 7. Si vous êtes dans la sous-faction des vampires, c'est sur du 6. Donc c'est un très bon buff à ce niveau-là. Et la dernière, Westaway, pareil sur du 7. Unité à 12 pouces, moins 1 dégât. Donc vous avez vraiment un très bon domaine. C'est un domaine de contrôle. C'est pas un domaine qui va faire des dégâts, qui va buffer vos unités. Donc les premiers tours, vous n'allez pas être à portée de les lancer. Cependant, les premiers tours, vous allez lancer vos endless spells que vous pouvez lancer à travers vos décors de faction. Donc c'est cool à ce niveau-là. Et on va enfin sortir du je invoque mes endless spells autour de moi, blablabla, qui était un petit peu chiant à ce niveau-là. Et quand vous allez rentrer dans le dur, vous êtes en capacité de pouvoir bénéficier à fond de vos sorts qui sont très bons. Bon, maintenant on va passer du coup au War Scroll. Là, c'est le vieux War Scroll de Nagash, mais il n'a pas changé. Donc pourquoi est-ce qu'on pourrait aller chercher Nagash en Soul Blight? Principalement parce qu'il est sorcier niveau 9, que vous avez des super sorts, donc on a vu, parce que Nagash a plus de haut cast, et dans lequel il va pouvoir lancer vos endless spells. Il va pouvoir aussi fiabiliser votre Ward A5 sur votre armée, remonter une unité à la vie, donc ça peut être une unité de Black Knight, une unité de Blue Knight. On a vu cette capacité de raise des Soul Blight qui a été nerf parce que maintenant c'est que une fois par battle round, donc ça peut peut-être venir compenser cela. Le gros problème de Nagash, c'est toujours pareil, c'est son coup en point. Si le coup en point est faible, entre guillemets, vous allez pouvoir jouer avec. S'il est trop fort, j'ai peur qu'on n'en voit pas beaucoup en Soul Blight. Ensuite, on continue avec Manfred. Donc Manfred n'a strictement pas bougé, c'est pour ça que j'utilise l'index. Toujours le même profil de combat, toujours le même intérêt, c'est-à-dire c'est un sorcier de niveau 2, donc ça c'est bien.
Quand vous faites le redéploiement entièrement à 12 de lui, vous pouvez engager. Donc on a toujours cette manière de jouer avec des unités qu'on va appeler fragiles, qui vont engluer l'adversaire, qui vont vous bloquer votre tactique, qui vont vous emmerder, pour pouvoir vous permettre à vous, à votre tour, d'être offensif, d'être agressif. Je trouve que comment ça s'appelle que ce personnage-là va peut-être être, on va dire, on va peut-être le voilà, le retrouver, je veux dire, dans des configurations nouvelles. Pourquoi? Parce que vous avez le nouveau Vampire Lord sur Canasson qui vous permet de faire des contre-charges améliorées avec des Blood Knight. Et donc, peut-être que sans jouer les gros héros vampires, on va pouvoir aller chercher Manfred qui va faire des redéploiements, qui va bloquer l'adversaire, et on va pouvoir faire dans le même tour, ça coûtait beaucoup de PC, mais une contre-charge, et pouvoir mettre votre propre tempo à la game. Donc toujours très intéressant. Il a toujours son épée de la Sainte Power là, qui est en 6 attaques 3-3, moins 1-2. Je ne sais même pas pourquoi je parle de son épée, c'est le titre, qui vous dit que quand cette figurine tue un modèle, vous avez plus une attaque, c'est une bulle entièrement à 12 pour les squelettes et les Deadwalkers. Ça peut paraître un petit peu bizarre, parce qu'on se dit ouais, il faut l'envoyer au corps à corps, il faut qu'il tue un truc pour pouvoir activer sa capacité, mais après, si j'ai pas de frappe en dernier, comment on fait? Donc lui, déjà, quand il charge sur un 3+, il a Strike First, ça c'est cool, mais surtout, sa capacité, elle s'active au moment où il tue quelque chose. Donc vous pouvez utiliser Ville Transcendance pour pouvoir faire sur des BM un 6, si vous tuez un modèle, ça l'active, et il a son spell à lui, les ailes de la mort, où vous choisissez un point à 18, vous placez un token, vous posez une réglette de 6 pouces, toutes les unités qui sont dans les 6 pouces, sur un 2+, ils prennent des 3 blessures mortelles. Donc, bien positionné, ce sort peut trigger directement son passif, et donc vous pouvez vous retrouver sans qu'il ait combattu avec son plus une attaque en bulle qui va mathématiquement décupler la force de vos Death Rattle des Deathwalkers. Donc il faudra avoir le coup en point, je pense qu'il va pas bouger vu que rien n'a bougé dans le BT, mais en tout cas ça reste toujours un bon personnage. Neferata, même système, hein, rien n'a changé chez elle. Pourquoi est-ce qu'on les met? On les met beaucoup pour pouvoir mettre son sort, le Dark Mist, donc l'éthéré sur une sauvegarde, principalement les Blood Knight, parce que quand ils sont en éthéré à 3, cependant, on va rentrer dans une construction de liste qui est très bizarre, parce que les Blood Knight, si vous voulez qu'ils soient forts, il faut qu'il y ait, entre guillemets, le nouveau héros vampire ou Vordry, mais elle est cover, donc est-ce qu'on veut des Blood Knight qui combattent? Vous voyez, donc c'est toujours un peu compliqué. Vous pouvez toujours au déploiement avec elle faire un normal move avec 3 unités des Rattle ou des Walker infanterie seulement. Pourquoi pas? Pour pouvoir, excusez-moi, prendre des objectifs, vous projeter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cependant, le déploiement se fait avant que votre adversaire ait choisi qui commence, donc ça peut être un peu embêtant. Et elle a toujours sa petite dague, si elle blesse quelqu'un, un héros, vous êtes quand même raid -3 sur les héros, donc ça peut le faire. Sur un 5+, un Rampage et Slain, donc ça peut faire des blagues qui se coulent, attention. Elle a toujours sa petite règle de -1 hit pour une unité sous Black Gravelord entièrement assise d'elle. Cependant, une fois de plus, c'est une règle qui est un peu mal foutue. Pourquoi? Parce qu'en fait, entièrement assise, c'est pas une grande zone. Principalement, vous allez vouloir mettre des unités qui peuvent encaisser, donc des choses en armure élevée, sauf que les choses en armure élevée, soit ils ont des gros socles et vous allez avoir du mal à les mettre entièrement à 6, soit c'est des hordes, des nuées, et pareil, vous allez avoir du mal à mettre des hordes de zombies ou de squelettes entièrement à 6 d'elle. Donc la règle est un peu mal foutue à ce niveau-là, c'est dommage. Soit on aurait aimé entièrement à 12 et ça aurait été extrêmement fort, soit on aurait aimé qu'elle soit transférée ailleurs et qu'elle ait une autre règle, mais bon. En tout cas, le personnage reste toujours aussi fort qu'il l'était, avec son sorcier de niveau 2. Cependant, c'est toujours de la construction de liste. Maintenant, nous allons finir par le Prince Vordry. Donc le Prince Vordry, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris 2 PV. Donc son socle change, attention, il est sur un socle plus gros. Sur le nouveau Dragon Zombie. Donc 18 PV, save à 3, bouche de 12, 5 d'OC. Principalement, c'est la même brutasse qu'avant. Son tir n'a pas changé, sa lance n'a pas changé, sa monture n'a pas changé, rien n'a changé en fait. C'est un copy-pasta, c'est très triste, on aurait aimé peut-être quelque chose de nouveau. Il a toujours son super sort sur du 7, il a frappe en premier jusqu'au début de votre prochain tour, donc même pendant les tours adverses, ça persiste. Attention, il est que sorcier de niveau 1. Il a toujours sa capacité qui dit que quand une unité de vampire entièrement à 12 de lui, non monstre, attention, a détruit une unité, vous allez pouvoir lui donner soit 2 de mouvement, soit 1 d'attaque, soit 1 de dégâts.
Vous pouvez donner plusieurs fois la capacité, mais vous ne pouvez pas les additionner, donc vous ne pouvez pas monter à dégâts 3, dégâts 4. On savait en index que c'était compliqué à faire. Pourquoi? Parce que avoir Wordrive entièrement à 12 d'un plaque de 10 Blue Knight, c'est compliqué. Il faut être sûr que les Blue Knight finissent. C'est toujours un peu la soupe et la galère. Sinon, ça va forcer à faire un enfoncement pour bien le repositionner. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être plus facile? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que son socle est plus grand. Parce qu'il y a le nouveau héros qui augmente les Blue Knight, ainsi de suite, ainsi de suite. Cependant, le package risque d'être cher. Aujourd'hui, Vordry est cher, et vu qu'il a pris des PV, je pense qu'il va être encore plus cher. Donc attention à son coût en points. Et son Rampage a changé, cependant, Games aura besoin, je pense, de le clarifier, parce qu'en état, il est extrêmement fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous dit One Spartan Army, de toute façon, vous pouvez en avoir qu'un seul, le Vordry. Cette unité peut effectuer un mouvement de peeling, et si elle est en combat avec une unité, elle peut faire sur un 4+, la valeur du jet en blessure mortelle. Anciennement, c'était quand vous chargiez, sur un 4+, vous mettiez un nombre de blessures mortelles. Donc c'est quasiment la même règle, sauf que là, vous êtes autorisé à peeling, ce qui veut dire que à toutes les phases de combat, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez le droit de bouger de 3. Donc, rentrer sur un objectif, sortir d'un objectif, prendre un décor. Donc ça commence à être vraiment très très frustrant pour votre adversaire, à se dire « Putain, mais ce mec-là, il va me faire chier tout le temps parce qu'il peut toujours bouger de 3 en phase de combat. » Sans compter que c'est un peel-in. Donc vous allez pouvoir bouger de 12, payer votre PC, bouger de 18, faire votre rampage, bouger de 3, éventuellement rentrer en zone de combat. Quand c'est le tour de combattre, repeeling de 3 et frapper une unité à 3. Donc vous avez une zone de terreur dans laquelle Wordrive peut rentrer et venir combattre en strike first potentiellement, qui est énorme. Vraiment, je trouve ça un petit peu excessif. Donc soit il faut qu'il corrige son rampage en disant faut qu'il est chargé pour qu'il puisse faire son peeling gratuit et après éventuellement sur un 4+, mettre des blessures mortelles et repeeling, pourquoi pas. Ou alors son rampage c'est une fois par partie, j'en sais rien, parce que là ça commence à être dégénéré. Et le fait que si la volonté du game c'est qu'il puisse peeling tout le temps, bah en fait ça va se payer dans le coup en points du personnage et on va se retrouver avec un personnage à 600 points ou 700 points et c'est pas ce qu'on veut non plus. Donc grosso merdo, est-ce qu'il est mieux qu'avant? Complètement. Est-ce qu'on va le voir? La figurine est magnifique, donc oui, on va le voir. Cependant, j'ai peur que le package soit très très cher pour ce personnage-là. Et vu qu'on n'a plus de Vampire Lord sur Dragon Zombie standard générique, c'est très triste aussi de ne pas avoir une version un peu moins costaud qui puisse être en support à l'armée. Ensuite, nous arrivons à Lokabai. Donc Lokabai, figurine magnifique. Grosso merdo, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a quelques petites subtilités. Vous avez toujours moins un reine quand vous êtes engagé avec elle. Cependant, elle est toujours en save AK. Donc c'est dommage parce que on aurait mis quelque chose d'un petit peu plus costaud en save à 3. Vous avez toujours vos 5 dossés. Faites attention, son sort, il a changé. Vous devez choisir une unité sous Black Grave Lord monstre, non unique. Donc, vous n'avez plus le droit de faire vous choisissez une arme compagnon et vous rajoutez des 3 attaques sur les montures des Mortarks, c'est fini. Donc, c'est très triste parce qu'en fait, au final, la seule unité de l'index du BTGR qui est une unité monstre non unique, c'est le nouveau Dragon Zombie qu'on ira voir après. Et donc, vous n'avez plus de Terror Gaze, vous n'avez plus de Dragon Zombie et vous n'avez plus accès aux personnages non uniques. Donc, je ne sais pas si Lokabai, on va beaucoup l'avoir, c'est dommage. Et a toujours son rampage en phase de combat si vous avez chargé et vous pouvez mettre des blessures mortelles selon les points de vie de la cible au regard de votre jet. Aujourd'hui, vraiment, juste le fait que son sort a été modifié comme ça, j'ai très peur qu'on n'en voit plus du tout sur table, alors que l'autre version, la non nommée, vous allez voir, a des trucs un peu sympas. On va en profiter pour regarder la seule unité qu'elle est capable de buffer, donc le nouveau dragon. 16 points de vie, c'est très beau, 12 de mouvement, 5 dossés, par contre save à 5, avec une ward à 6. Ça devient un peu compliqué pour ça. J'espère que ce monstre ne sera pas trop cher. J'aimerais bien le voir autour de 180 points. Mais j'ai peur que ce soit plutôt autour de 210, 220. Et que malheureusement, on n'en voit pas du tout sur table. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune occurrence pour ramener à la vie ce dragon. C'est très triste, à part Nagash. Et donc, c'est dommage. On aurait aimé, vu que c'est assez fragile, de pouvoir soit le ranimer, soit d'en faire quelque chose. Après, ça reste quand même 16 points de vie. C'est pas toutes les unités qui peuvent sortir 16 points de vie.
Ça bouge bien. Vous voyez le potentiel de dégâts. On a du shooting combat à 10 pouces, 5 attaques, 3-3, moins 1-2. Franchement, c'est correct. Et au corps à corps, on a quand même 3 attaques de mâchoire, Raid -2, dégâts 3. Et les griffes, 7 attaques, Raid -1, dégâts 2. Donc l'Okava, il peut donner des 3 attaques de mâchoire. C'est quand même assez sexy. C'est un profil qui va très très bien prendre l'Honored Guard du Prize Beast pour plus un touche en permanence. Cependant, voilà, c'est un monstre qui peut très très vite mourir. Il conserve la règle des dragons zombies qui était d'être mis en réserve pour pouvoir apparaître n'importe où sur le champ de bataille. Et en plus, il se paye le luxe d'avoir un rampage assez marrant qui vous dit que si cette unité est en combat, sur un 2+, elle peut infliger des 3 blessures mortelles, se soigner de la valeur des blessures mortelles, et en plus, si on le souhaite, repartir en frappe en profondeur. Donc c'est un chasseur, je pense, de petites unités, de flancs, des unités de flancs pas chères, il bouge de 12 et sur le champ de bataille, il peut aller les cliquer, ou alors il est en réserve pour choper un point, si vous double tour, ça rebouge, ça combat, ça reste en vie, ça peut se soigner, ça repart. Vraiment, les règles sont très très bonnes. S'il y a une correction, une coquille sur la save à 5 passant save à 4, ça deviendrait un super profil. Moi, je le trouve vraiment intéressant, en tout cas sur le papier. Cependant, son coup au point va, pour moi, vraiment justifier ou non l'usage de ce petit monstre. On sait que ce petit monstre, vous pouvez le prendre aussi en régiment de renom dans les autres armées de la déesse. Et la règle supplémentaire que vous avez, c'est qu'à toutes les phases de héros, vous vous soignez 3 flats. Est-ce qu'on aura envie de mettre ses points pour ce dragon zombie? Je sais pas, il est très beau. Attention, il est sur un nouveau socle qui est plus gros que les anciens, donc si vous avez les anciens, resoclez-les juste tout simplement. Ensuite, nouvelle unité, les Blades of the Hollow Knight. Donc pour toutes les personnes qui avaient acheté la magnifique figurine de Kado Ezekiar, bah vous l'avez dans le cul. Elle disparaît au profil de celle-ci, donc qui est très belle, mais ça fait chier, on va pas se mentir, de perdre de l'argent sur ce genre de choses-là. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons quand même une unité assez atypique, j'imagine ça a coûté 300 points, qui est composée, donc qui sont uniques, donc pas modifiables, qui est composée de Kado Ezekiar, d'un sorcier avec son bâton et son serpent, et d'une vampire assassin. C'est 3 modèles, mais c'est 3 modèles pour une unité, mais qui sont séparés un peu comme Niv et The Black Talon dans l'idée. Donc vous avez 3 fois 6 PV en save à 4, ward à 6, avec un sorcier qui bouge de 6, donc c'est pas mal. C'est des unités qui peuvent faire pas mal de choses, soit des tactiques, soit aller chasser des petites unités, des choses comme ça. Les profils de corps à corps ne sont pas exceptionnels, on va pas se mentir. Kado, il a 5 attaques, 3-3, moins 2-2, crit auto-wound. L'assassin est en crit mortel avec 8 attaques, mais 3-3, moins 1-1. Ça, on va pas du rêve non plus. Et le sorcier, 2 attaques, 4-2, raid moins 3, parce que c'est le serpent qui combat. Dégâts des 3. Principalement, pourquoi est-ce qu'on va aller les chercher? Eh bien, on va aller les chercher parce que le sorcier, vous pouvez voir à sa phase de héros, si Kado Ezekiar est sur le champ... non, si... Oui, si lui-même est sur le champ de bataille, en fait, je suis con. Vous allez pouvoir soit augmenter de 1 le power leveling, donc passer sorcier de niveau 2, soit relancer l'un des dés de vos jets de sorcier. Donc, dans la sous-faction, par exemple, des vampires, vu qu'il est vampire, vous avez un sorcier de niveau 1 qui a plus 1 au lancement de sort, il peut relancer un sort, ou alors un sorcier de niveau 2 avec plus 1 au lancement de sort. Donc, ça commence à fiabiliser la magie. Le strike last, le moins 1 dégâts, ça devient très fort. Il a un sort qui vous permet, si Kado Ezekiar est sur le champ de bataille, de choisir une unité ennemie visible à 12 et de lui faire des 3 blessures mortelles, ou alors de choisir une unité de Death Rattle ou Death Walker et leur mettre moins 1 bless. Donc des 3 blessures mortelles, on ne va pas se faire chier à payer 7 de lancement pour ça. Par contre, moins 1 bless sur les Death Walker, Death Stalker, on comprend tout de suite l'intérêt d'avoir moins 1 bless, hein, c'est très très fort. Vous pouvez récupérer cette unité en bande, comment ça s'appelle, en régiment de renom, pareil. Dans la mort, est-ce qu'on en a besoin en Nightone? Est-ce qu'on en a besoin en Osiark? Est-ce qu'on en a besoin en Fake? Je suis pas convaincu, elles sont belles, mais bon, pourquoi pas. Et la dernière règle que l'unité se paye, c'est en phase de combat, si Kado Ezekiar est sur le champ de bataille, vous pouvez soit donner une ward à 5 aux 3 modèles, soit donner crit mortel à Kado Ezekiar. Bon, Kado, on s'en fout, hein, qu'ils soient en crit mortel avec 5 attaques. Donc on ira chercher la ward à 5, ce qui va vous donner un petit peu plus
de survivabilité à ce moment-là. Faites attention, par contre, la ward à 5, c'est for the rest of the turn, donc vous l'avez de la phase de combat jusqu'à la phase violette, la fin du tour. À partir du tour d'après, vous repassez en ward à 6, mais vous allez voir, il y a d'autres occurrences pour gagner des wards à 5 si jamais vous jouez ces personnages-là. Alors, on va continuer ensuite avec le Vangorian Lord. Donc là, c'est celui-là de l'index. Attention, il y a une modification sur son... pas sur son Rampage, mais sur son Fistering Fist. Donc, vous avez toujours moins un reine quand vous êtes en mêlée avec lui. Et il a toujours son 3+, des blessures mortelles sur le nombre de modèles sur les 5+. Cependant, maintenant, avant que vous voyez, il fallait choisir un héros, le soigner de 6, un héros monster, blablabla. Maintenant, c'est quelque chose d'un peu plus stable. Quoi, stable? C'est différent. En gros, quand le Vangorian Land va faire créer une occurrence de dégâts, quelle que soit la cible, le nombre de modèles, vous allez pouvoir soigner Vous allez pouvoir soigner du coup tous les héros monstres, quoi, tous les monstres, les héros monstres, toutes les unités monstres en fait, sous Black Gravelord entièrement à 12, y compris du coup le Vangorian Land, de D3. Ce qui fait que, accumulé avec le Endless Spell qui vous permet de soigner D3, vous pouvez vraiment avoir un personnage buffer, soigneur qui va vous suivre et donc vous apporter quand même pas mal de sustain, de capacité à rester en combat, de rester engagé. Il lui suffit juste de tuer un petit truc. Lui, il a un socle quand même qui est assez grand, donc entièrement à 12, on peut quand même rentrer pas mal de choses, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il a quand même 11 PV, donc il peut même éventuellement power through quelque part pour se repositionner, ainsi de suite. Donc un profil intéressant à suivre dans certaines constructions de liste. Ensuite, on va regarder les nouveaux anciens profils de ces unités-là. Donc nous avons Radukar the Wolf et Radukar the Beast. Principalement, pas de modifications importantes. Les choses qu'il faut faire attention, c'est qu'il y en a un qui est monstre, l'autre infanterie. Les deux sont... Il y en a un qui est sorcier de niveau 1. Oui, les deux sont sorciers de niveau 1, donc toujours intéressant pour pouvoir lancer leurs sorts individuels ou des Endless Spells, comme on a pu le voir. Radukar the Wolf, 5 attaques, 3-3, -1-2, crit mortal. Son sort vous permet, une fois qu'il a été réussi, donc sur du 6, sachant qu'il est vampire, dans la bonne sous-faction, c'est sur du 5, d'avoir une relance des jets de charge pour les infanteries sous Blight entièrement à 12. Donc, lui étant infanterie, il peut relancer lui, vous pouvez relancer les squelettes, les autres héros éventuellement vampires à pied, les ghouls, voilà, toutes ces choses-là. C'est quand même une très bonne occurrence de relance de charge sur un sort qui est censé à 6, qui n'est pas énorme. Et quand lui charge, il fait donc le Call of the Hunt, il donne plus un bless aux unités Death Rattle, Death Walker. Pour Radukar the Beast, là on a un profil beaucoup plus combattant, qui bouge mieux, 8 de move avec 12 PV. Les deux prennent très bien le fil sergent, ils peuvent pas le prendre eux, mais ils peuvent bénéficier du fil sergent facilement. Pas Radukar the Beast parce qu'il est monstre, faut être infanterie. Et du coup, on a un profil beaucoup plus conséquent. 6 attaques, 3-3, -2-3 en crit mortal, 6 attaques, 3-3, -1-2. Et il n'y a aucune occurrence de, comment on s'appelle, de compagnon, donc c'est un très bon profil de combattant. Il a la même reste, Call of the Hunt, qui vous dit quand il charge, il donne plus un bless. Et son spell, c'est -1 touche, -1 bless. Donc même s'il y a une save à 4 avec 12 PV, bah, -1 touche, -1 bless, ça fait quand même pas mal chier du monde. Et son rampage qui est vraiment intéressant, il te dit que si cette unité n'est pas en combat, il a le droit de bouger de D6 et de bouger en combat, sachant que ça se fait en phase violette. Donc ça peut toujours créer des occurrences assez sympathiques pour pouvoir bloquer des unités. C'est une sorte de murder lost, entre guillemets, en fin de tour. Du coup, toujours intéressant. Et dans tous les cas, il peut avancer tous les tours. Donc vous pouvez commencer à le mettre sur un objectif et ainsi de suite, bouger, blablabla. Des personnages, quoi, Radukar qu'on n'a pas beaucoup vu, mais je suppose qu'on en verra peut-être un peu plus avec la nouvelle occurrence. C'est toujours intéressant d'avoir des plus un bless sur certaines unités de Death Rattle ou Death Walker entièrement à 12, et ça se fait quoi. Ensuite, on va aller voir Iva Volga. Donc Iva Volga n'a pas du tout changé, c'est exactement le même profil. C'est un personnage qui est censé lutter contre les monstres. Le problème, c'est qu'avec 5 PV en CV5, on lutte pour pas grand chose. Donc on va passer sur son profil. On l'a pas beaucoup vu en début avec l'index. Je vois pas pourquoi on le verrait mieux maintenant. Le profil est nul tout simplement. Ensuite, là, c'est une aparté que je vous fais, mais je vous montre un peu ce qui sort de l'index, du livre d'armée. Donc ce personnage-là n'existe plus, 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 cette unité-là n'existe plus. Elle, par contre, Lady Annika, elle reste, et elle reste avec exactement la même règle. Donc, le seul intérêt, c'est pour la mettre en frappe en profondeur.
Et si jamais elle blesse quelqu'un avec ses 7 attaques, 3-4, -1-2, donc c'est quand même un beau profil de close, et sa petite ward à 4, elle peut enlever 1 de sauvegarde jusqu'à la fin de la partie. Un personnage intéressant, mais toujours compliqué à l'usage parce que vous arrivez à 9. Si vous ne faites pas un double tour, faut réussir une charge. Si on n'y arrive pas, blablabla. Donc, un petit peu compliqué, même si son -1 save peut être intéressant. Kritza, c'est exactement la même chose, rien n'a changé. Pourquoi est-ce qu'on le prendrait? Eh ben, c'est pour sa capacité, sous condition d'un 3+, de détruire un artefact si vous êtes engagé avec un personnage, mais c'est surtout pour sa capacité de quitter un combat. Cette unité, quand elle est en combat sur un 2+, elle peut retreat sans prendre de blessure mortelle, donc vous bougez de 6, c'est très bien, et vous pouvez comme ça sur des contre-charges éventuellement bloquer complètement des unités parce qu'elles sont coincées, le peeling arrive après, vous pouvez sortir, éventuellement détruire un artefact. Donc il y a des occurrences de règles assez sympathiques à faire. Mais une fois de plus, c'est très circonstanciel par rapport aux armées que vous affrontez. Et dernièrement, il coûtait 80 points, je crois. Donc ça pourrait se rentrer dans des listes et bien faire chier. Ensuite, nous avons Belladama, donc toujours le même body. Rien n'a changé, 9 PV, CEVA 4, bouge de 8, OC 5. Là, j'ai modifié sur le PDF sa règle, mais en fait, la seule chose qui change, c'est vous voyez, elle donne 3 dossiers à Radukar, Iva et Lady Annika, les autres étant disparus du BT. Elle ne peut pas leur améliorer leur OC. C'est toujours bien de donner 3 dossiers entièrement à 18. C'est une super règle. Sa Ward à 4 avec les loups, c'est très très bien. Et le Killing Moon est toujours bien pour pouvoir buffer de manière significative ces unités en augmentant la reine et en leur empêchant d'être bis. Cependant, Belladama force de manière intrinsèque le fait de jouer des loups et surtout le fait, comment dire, on aurait aimé peut-être pouvoir jouer Belladama avec juste une unité de 10 loups en bodyguard parce que c'est un sorcier oppressant, parce qu'elle apporte des buffs et tout, machin truc bidule. Là aujourd'hui, elle apporte un peu d'OC à quelques personnages qu'on voit pas trop. Sa bodyguard est vraiment cool. Cependant, si vous jouez pas quelque chose autour des loups, elle ne vous apporte rien. Parce que des sorciers niveau 2, vous en avez plein, voire des sorciers niveau 1. Elle n'a pas de bonus de casse intrinsèque au fait d'être, comment ça s'appelle, un vampire. Donc vous vous retrouvez finalement avec un bonus que les autres ont. Donc je trouve dommage ce personnage-là. Il aurait pu bénéficier du livre d'une refonte de son War Scroll. On la voit dans des builds, mais je trouve que c'est trop, comment dire, voilà, c'est trop tourné autour des loups. Il faut jouer beaucoup de loups pour pouvoir bien s'en servir. Il faut réussir son sort qui a quand même une valeur importante pour pouvoir les magnifier. Sinon, c'est pas grave, ça reste une bonne unité. Mais c'est pour ça qu'on va la préférer peut-être à d'autres personnages. Ensuite, on va aller voir Sekar. Donc pareil, Sekar, rien qui a changé, c'est exactement le même profil. On peut la toucher sur du 5 ou du 6 non modifié. Elle a sa capacité, son sort qui permet de protéger éventuellement des Soul Blight contre une unité sous condition. Et sa capacité de blessure mortelle, vous jetez 2d6 et si vous battez le mouvement de l'unité d'en face, vous faites des blessures mortelles. En moyenne, les gens bougent de 5. 2d6, la moyenne c'est 7. Donc vous allez faire 2 blessures mortelles pour une capacité une fois par bataille. Bon, si elle avait été changée à une fois par phase de combat, pourquoi pas, mais je vois pas. Faut vraiment que ce personnage soit pas cher parce qu'il est sorcier de niveau 2 pour la justifier. Mais vu que c'est un nommé, on peut pas la customiser. Vous comprenez tout l'usage, donc j'ai beaucoup de mal avec ce personnage qui est magnifique. Je comprends pas pourquoi ils se sont fait autant caca dans les brais sur ce type de profil, quoi. Ensuite, on va continuer dans les héros. Donc là, on va aller voir le Vampire Lord on Nightmare Steed. Donc c'est le nouveau seigneur vampire sur Canasson qu'on avait eu la preview de ses règles. Donc bouge de 12, ça bouge très très vite, c'est vraiment bien pour ce type de cavalerie. 7 PV, save à 3, c'est très tanky, 2 dossés. Au corps à corps, 5 patates, 3-3, moins 2-2, moins 2-3 en charge, et le canasson qui sert à rien. Pourquoi est-ce que ce personnage est vraiment exceptionnel? Et bien en fait, il a 2 règles qui sont très simples. Une en phase de combat, il vous dit vous choisissez une unité de Blue Knight entièrement à 12, vous augmentez de 1 la pénétration d'armure. Donc les Blue Knight, on se rappelle du profil qu'on ira voir après, c'est Reine-1, dégâts 1, Reine-1, dégâts 2 quand ça charge, et Reine-2 contre l'infanterie. Cependant, on connaît tous et toutes ces profils de cavalerie qui sont forts contre l'infanterie, mais quand vous tapez contre autre chose,
en save à 3, vous rebondissez tout le temps. Donc là, vous aurez toujours votre -2, quelle que soit la circonstance, et votre -3 contre l'infanterie, ce qui va vous faire passer des paliers énormes. Donc c'est un super bonus, juste ça. Mais cet enfoiré se paye le luxe d'avoir sa règle de phase de charge qui vous dit que quand vous faites une capacité de charge avec ce personnage-là, vous avez le droit de relancer votre charge. Et en plus de ça, si ça ne suffit pas, vous êtes éligible à choisir une unité de Blood Knight entièrement à 12 pour pouvoir faire aussi un jet de charge avec cette unité et le relancer. Donc vraiment, c'est exceptionnel parce que vous allez charger, dire je charge avec ce personnage-là, je fais ma capacité, je rends éligible une autre unité à charger, je charge, je relance, les Blue Knight charge, ils relancent. En contre-charge, ça marche aussi. Vous faites une contre-charge avec Micheline, il peut relancer sa contre-charge, donc ça c'est exceptionnel. Et en plus de ça, une unité de BK peut charger et relancer. Non mais vraiment, va falloir faire très très attention à la manière dont vous vous positionnez autour de ce personnage-là, parce qu'en fait, des contre-charges, il va les prendre tous les jours. Et du coup, quand lui il charge, il a plus 1 de dégâts. Quand les Blue Knight chargent, ils auront plus 1 de dégâts. Et en plus, il donnera plus 1 de perf à ça. Donc c'est un héros qui aura sûrement une cible sur sa tête pour qu'on aille le cliquer rapidement. Mais si c'est pas possible, qu'on n'a pas de tir ou de magie performante, et ben ça va être une vraie plaie dans le pied. Donc vraiment, un héros, je sais pas combien il va coûter, j'ai peur que son prix soit peut-être trop élevé. Il y a moyen qu'il soit autour de 200, 220, j'en sais rien. Mais ces règles sont vraiment très très structurantes pour les Blood Knight en tout cas. Ensuite, nous avons le Vampire Lord, il n'y a rien qu'à changer. Il se fait sur un 3+, il n'y a pas le core move, donc vous pouvez bouger où vous voulez. Ça peut être très intéressant, il peut être porteur du -1 de lancement de sort à 18 pouces. Mais je ne sais pas s'il sera si pertinent d'en voir, en tout cas dans la saison actuelle. Donc là, on va regarder les, comment ça s'appelle, les body Mortis Engine et le palanquin. Il y en a un des trois qui a été supprimé, donc c'est le... non, c'est le palanquin qui a été supprimé, du coup on garde le Coven Throne. Donc ça vous fait une occurrence pareil de War Scroll en moins, mais ils ont été à peu près modifiés et assemblés. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 12 PV en save à 4 pour un sorcier de niveau 1 Ward à 6, qui est machine de guerre. Au combat, si on s'en branle, c'est pas là pour ça. Quel est l'intérêt de ce War Scroll? On voit qu'il peut, quand vous utilisez la Deadly Invocation sur les Death Rattle et Death Walker, vous pouvez rajouter D3 au nombre de modèles que vous allez remonter. Donc vous allez faire 3 plus D3. Intéressant pour fiabiliser le repop de ces unités. Bon, principalement, je ne sais pas si c'est très très intéressant, parce qu'on n'est plus sur des packs énormes comme on pouvait avoir en triple renforcement, mais pourquoi pas. On va surtout le prendre pour sa capacité de tir, qui vous dit qu'en fait, One Spartan Army, donc il n'y en a qu'un seul qui pourra le faire. Vous allez pouvoir choisir 3 unités ennemies qui sont à 10 pouces de lui, lancer un dé sur un 3+, infliger des blessures mortelles égales à la valeur de magie noire qui est dans le coffre, et vous retombez ensuite à 1. Et là, vous me dites, ouais, comment on gagne la magie noire? Et bien en fait, à chaque fois que vous allez réussir un sort avec un sorcier à 12 pouces de ce Mortis Engine, vous allez donner un point supplémentaire, sachant que vous commencez à 1. Donc, que vous soyez chargé ou pas sur un 3+, vous pourrez faire 3 fois une BM dans tous les cas à 10 pouces, ce qui est intéressant. Et si jamais vous chargez à 3, 4, 5, 6, sur un 3+, éventuellement, vous pouvez faire jusqu'à 3 fois 6 BM. Donc, une pièce qui est vraiment intéressante, je dirais, aujourd'hui, parce qu'on sait que les blessures mortelles ne sont pas non plus la panacée des Soul Blight, et donc d'avoir une unité qui peut faire des blessures mortelles comme ça, c'est assez intéressant, à condition de lancer des sorts, mais tous vos wizards sont sorciers, donc vous lancez des sorts, ça fait pas peur. Donc là, c'est bien le Coven Throne qui est resté et le Palanquin qui a disparu, mais ils ont fusionné les profils. Principalement, vous allez pouvoir avoir avec votre Coven Throne, du coup, une ward à 5 pour les unités Death Rattle, Death Walker entièrement à 6 du Coven Throne. Très compliqué à mettre en place. Si jamais la bulle interjour est élargie, ça peut être intéressant. Vous avez toujours la possibilité, quand vous faites un redéploiement avec une unité entièrement à 12, vous pouvez le faire avec une autre unité. Bon, je trouve que c'est très cher payé pour l'usage de ces deux derniers. Cependant, ils vous ont donné la règle
Once per Battle Army, donc du palanquin, qui vous dit que vous pouvez choisir 3 unités de vampires entièrement à 12 pour donner plus d'une attaque. Donc c'est un peu étrange ce profil mitigé assemblé parce qu'en fait, vous vous retrouvez avec donner des wards à des squelettes et des zombies, mais ils buffent les vampires. Donc je trouve que l'unité elle cul entre deux chaises et n'a pas une fonction définie. Donc est-ce que ils assembleront les trois plus tard et vous jouez juste le skin qui change? Je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je préfère celle d'avant qu'on a vue qu'à celle-ci, parce qu'elle est un peu entre les deux, et je pense que ça va être très compliqué avec cette armée de build squelette et vampire en même temps, de manière équilibrée. À voir, peut-être que je me trompe. En tout cas, vous voyez, vous pouvez rajouter une attaque ici à des vampires une fois par partie. Ensuite, on va continuer avec les héros. Donc là, nous arrivons au nouveau héros de la nouvelle boîte, le Witch-King Unscalated Steel. Personnellement, je pensais qu'il allait remplacer l'autre Witch-King, mais pas du tout. Les deux sont présents dans le livre de règles. Donc vous aurez deux personnages différents et des fonctions différentes. Donc le Witch-King Unscalated Steel, 8 PV save à 3, donc c'est très très bien pour du squelette en armure lourde. 5 attaques, 4-3, moins 1-2, moins 1-3 en charge, crit mortel natif. Donc ça reste quand même un bon personnage de corps à corps, hein, il fait pas rire. On commence à voir l'intérêt peut-être de jouer un des Raducar pour leur donner un plus un bless. C'est pas déconnant du tout. Il se paye la règle ancienne Barrow ce qui vous dit que dès que vous allez faire un 6 non modifié à la touche sur ce personnage sur une unité, l'unité est cœur jusqu'à la fin de la partie et elle a moins un save. Un peu comme l'autre personnage vampire avec sa dague. Cependant, là, vous avez quand même juste à faire un 6 non modifié. Quand vous avez 5 attaques, ça arrive. Généralement, il y en a un qui part de temps en temps. Sachant qu'on vous dit, vous pouvez même split les attaques, on s'en fout, donc vu que c'est un passif. Donc un personnage très très intéressant parce qu'en fait, vous allez pouvoir, même si vous ne le jouez pas avec d'autres squelettes, tout simplement augmenter encore la pénétration d'armure de vos unités. Il peut accompagner des Blue Knight par exemple, frapper en premier si vous avez mis un frappe en dernier et du coup mettre le moins un save. Il peut même partir au casse-pipe tout nu, tout seul, contre un gros héros, où vous dites c'est pas grave, dans le trade je perds peut-être mes 200 points qu'il doit faire, mais si vous mettez moins un save à un personnage qui en fait 400, 500, 800, ou une grosse unité de Chosen, un truc comme ça change quand même pas mal la donne. Et en plus de ça, il a une règle qui est situationnelle mais très intéressante, qui vous dit que vous pouvez choisir un élément de terrain sur le champ de bataille, qui est dans le territoire ennemi, donc selon les scénarios plus ou moins importants, ou un objectif, donc les deux. Et vos unités de squelettes, les Death Rattle, auront plus un touche s'ils sont entièrement à 6. Donc entièrement à 6 d'un objectif, si vous arrivez à rentrer sur l'objectif, vous l'aurez le plus un touche. Et en fait, ça devient intéressant avec votre décor de faction, parce que vous allez pouvoir faire pop votre décor de faction, par exemple, on a vu avec l'artefact, ou alors choisir votre décor de faction qui est dans le territoire ennemi. Si vous arrivez à vous positionner entièrement à 6 ou à sortir du décor, et ben vous savez que vous serez en plus un touche. Donc c'est une manière native de gagner un plus un touche que je trouve très intéressante. La version à pied, elle change comparée à la version d'avant. Au corps à corps, c'est le même body, toujours en save à 3. Cependant, là, vous allez pouvoir choisir une unité de Death Rattle en face de héros, et sur un 3+, je veux dire, vous lui donnez Crit to Hit. Donc intéressant, c'est assez fiable 3+, sans que vous dites que ça soit dégénéré, ce que j'en ai besoin. Les Grave Guards sont toujours en crit mortel, donc éventuellement un crit to hit sous conditions ça peut être bien. Les squelettes, pareil, en crit to hit ça peut être intéressant. Voire la cavalerie qui est un crit mortel maintenant de base, mais le crit to hit peut être intéressant selon la save de l'adversaire. Donc un buff cool. Et il se paye toujours le luxe de quand il combat, il peut faire combattre une unité de squelette infanterie qui n'a pas combattu avec un plus un touche. Donc on peut se retrouver, si lui est là, frappe, fait frapper l'unité, s'il y a Raducar à côté, en plus un touche, plus un blesse facilement. Donc très très intéressant comme personnage. On ne le voyait pas beaucoup, je trouve que la filigrane est magnifique. Et il y a des mondes, peut-être qu'on va le voir un peu plus sur table. Donc on continue avec les héros. Donc le Witch-King, comme je vous disais, qui lui reste, c'est exactement le même profil. Bouche de 10, save à 7, 7 PV, save à 3, je veux dire 2 dossés. Crit mortal, plus 1 de dégâts quand il charge, et il donne toujours plus 1 de charge aux cavaleries entièrement à 12, et il permet, quand il combat, de faire combattre une unité de cavalerie, sans donner de plus un touche cette fois-ci. Mais bon, vous avez vu qu'avec l'autre héros, il y aura le décor et tout. Je sais pas si ce personnage trouvera vraiment sa place dans une armée, mais s'il est pas cher, ça peut faire un bon combo entre beaucoup de Black Knight, l'autre héros, lui avec des
+1 touche, des +1 charge, donc à voir en tout cas. C'est intéressant qu'il l'ait gardé, parce que c'était un personnage qui était pas très vieux, qui datait de 2021, donc c'est cool de l'avoir. Alors, vu qu'on est dans les squelettes, on va continuer avec les 2 nouvelles unités qui sont finalement juste des refontes graphiques, hein. Donc les Baronites qui sont anciennement les Black Knights, qui sont magnifiques. 3 PV, ça va 4, bouche de 10, 1 dossé. Au corps à corps, donc 2 attaques, 4-3, -1, plus 1 dégât en charge. Crit mortel natif, il n'y a plus besoin de charger pour être en crit mortel, donc ça c'est cool. Et les compagnons, les chevaux qui servent à rien. Qu'est-ce qu'on a comme règle avec cette unité? Bah, vous allez voir 2 règles très fortes. La première, elle vous dit que l'unité bénéficiera d'une ward à 5, ainsi que le héros quand vous êtes à 3 pouces d'une unité de cavalerie héros. Donc, bah, vous allez souvent être à côté de vos héros pour pouvoir bénéficier des buffs, des machins, et donc être en save à 4, save à 3 pour les héros, et en ward à 5, donc c'est très très fort. Et à la fin de toutes les tours, et il n'y a même pas écrit One Spartan Army, vous pouvez ramener à la vie un modèle dans cette unité. Donc là, on se rend compte que ça se joue par 5, donc 15 points de vie en save à 4, souvent ward à 5, 30 points de vie en save à 4, ward à 5, qui remonte un modèle toutes les phases violettes. Et en phase de héros, vous allez pouvoir choisir, vu que vous aurez votre héros à côté, de remonter un autre modèle s'il n'y a pas de points de vie alloués. C'est exceptionnel. Je pense qu'on va voir beaucoup de Black Knight, soit dans des conditions renforcées en fer de lance, soit juste pour faire chier, pour faire les flancs, parce que bah, même si vous perdez un petit peu, vous remontez, ça englue, c'est une unité qui semble vraiment très très forte sur le papier, donc j'ai hâte de voir ce que les joueurs vont faire avec, c'est très intéressant. Et les Barrow Guard, qui sont en fait tout simplement les anciens Creep Guard, faites attention, pour ceux qui gardent leurs anciens modèles, ils sont passés sur socle de 32. Vous avez exactement le même profil, 2 attaques 3-3 -1, crit mortal, et il donne une ward à 5 au héros infanterie quand vous êtes en mêlée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Raducar infanterie, vous pouvez leur donner une ward à 5. Le cadeau Ezekiel avec ses potes peut être en ward à 5 en permanence s'ils sont à côté de ces gars-là. Les Nécros aussi, donc c'est vraiment très très intéressant comme unité, surtout avec leur nouveau socle un peu plus gros. Principalement, ce n'est pas un fer de lance, que c'est un PV en save à 4, mais un pack renforcé de 20, ça lance 41 attaques, 3-3 -1. Si le petit héros est à côté, il les fait frapper, donc plus un touche, 3-2, Raducar 2-2, donc même si sur le papier c'est pas aussi impactant finalement que des Barrow Knight, ça reste une bonne unité de fond de cours qui peuvent défendre les objectifs, agresser avec vos héros. Moi, je les trouve très très intéressants. Il faudra juste faire attention au coût en points. Il ne faudra pas que ça soit trop cher pour cette unité-là non plus. Et on va finir avec le dernier War Scroll qui est modifié, donc le Necromancer. 5 PV, save à 6, bouge de 5, Wizard 1, ça n'a pas changé avec la Ward à 6. Il garde toujours sa Ward à 4 autour des Death Rattle, Death Walker. Cependant, ces unités-là prennent des dégâts. Bon, classique, mais par contre, maintenant, c'est sa danse macabre qui change complètement. On vous demandait anciennement, à votre phase de combat, seulement une fois par partie, de choisir une unité Death Rattle, Death Walker entièrement à 12 sur un 3+, l'unité pouvait combattre 2 fois. Maintenant, c'est toujours Your Combat Phase, et du coup, on sait toujours, donc ça n'a pas changé, sur un 3+, vous pouvez faire 2 frappes sur Death Walker. Cependant, ça va vous coûter 1 point de commandement. Donc, est-ce que c'est une coquille et vous payez 1 point de commandement et du coup vous ne faites pas le 3+, ou est-ce que c'est volontaire le fait que vous ne payez plus le point pour animer à la vie, donc on vous l'a mis là, mais pour utiliser cette capacité qui est forte, il faut faire un 3+. Je suis pas convaincu de comment ça s'appelle, de l'utilité du 3+ sur le point de commandement. Donc à voir. C'est toujours intéressant d'avoir des modifications comme ça sur des capacités puissantes, mais là, je trouve que ça peut être un peu la mort de ce personnage, parce que investir un point de commandement sur Your Combat Phase, donc que la vôtre, pas celle de votre adversaire, et qu'en plus c'est sur un 3+, c'est un peu suspect, donc on va espérer qu'il y ait une fac de ce côté-là, sinon je ne sais pas si on verra beaucoup de nécros en état. Donc là on va finir la revue avec tous les profils qui n'ont pas bougé. Donc la bande Warcry qui reste une unité anti-monstre qui n'a pas changé, c'est-à-dire principalement mettre du fight là sur les 4+, avec des bonus à la touche pour l'unité. Le seul profil intéressant c'est peut-être le monstre qui en reine -2, mais bon, j'en ai pas vu beaucoup, je pense pas qu'on en voie beaucoup, c'est pas une unité qui
Je pense que l'armée n'a pas besoin de cette unité-là pour pouvoir briller vraiment. En tout cas, si vous l'avez, vous avez trouvé une unité, continuez à la jouer, il n'y a aucun souci de ce niveau-là. Concernant les Blood Knight, bah pareil, rien n'a changé. 3 PV, save à 3, bouche de 12, 1 dossé. Les armes, tout ça, rien n'a changé. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que leur héros qui leur donne plus 1 de haine fait qu'ils seront toujours en reine -2, dégâts 2, et que Vordry va, je pense, plus facilement réussir à les buffer parce que ces unités vont plus facilement tuer un adversaire. À savoir qu'en plus, vous avez vu que le héros squelette peut mettre un -1 save s'il les accompagne, si vous passez votre fight class, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je pense que des builds Blood Knight seront très appréciés et on va en voir pas mal. Les Varghese, bah, eux sont toujours vampires, ils ont toujours la même règle, ça n'a pas changé. Cependant, ça peut-être être une unité intéressante pour la mobilité qu'ils ont. Vous avez compris, vous avez quand même perdu de la mobilité vu que vous ne pouvez apparaître que dans votre territoire sur les bords de votre terrain ou autour de vos décors de faction, et vos décors de faction sont quand même fragiles. Donc potentiellement, ces unités-là, si elles ne coûtent pas trop cher, elles ont quand même un profil de combat qui est sympa, pourraient devenir des bonnes chasseuses de flancs. Je pense qu'on va surtout voir au début pas mal de Vordry. Donc vu qu'elles sont vampires, elles peuvent bénéficier du buff de Vordry. Donc pourquoi pas à ne pas mettre sur l'étagère, à ne pas jeter. Ensuite, nous avons la Corpse Card. Donc pareil, rien qui a changé. Ça vous donne crit to hit, crit auto wound aux unités Dead Walker entièrement à 12. Le problème, c'est que les unités Dead Walker que vous souhaitez faire combattre ont le mot-clé compagnon. Vous n'avez aucune règle. Même Belladama ne peut pas supprimer le compagnon de ses loups. Donc je ne vois pas l'intérêt de donner celle-ci à des zombies parce que les zombies n'ont pas changé non plus. Ils sont toujours avec un profil pas terrible. Une seule attaque. Ils auraient peut-être aimé en avoir 2 pour pouvoir permettre aux Corpse Card de vivre. Et quand elles meurent, ils affichent une BM sur un 6. Bon, pareil, rien pour pouvoir fiabiliser ça. Ça joue par bas, donc ça fait quand même 40 points de vie. Voilà, c'est assez fragile, mais vous n'avez pas spécialement d'occurrence pour pouvoir leur donner une ward à 5, à part être entièrement à 6 d'un palanquin. Donc ça, c'est une unité, je trouve, qui a beaucoup de mal à trouver sa place actuellement. Donc est-ce qu'une refonte de War Scroll serait pas nécessaire? Peut-être. Les squelettes, eux, n'ont pas changé non plus. 2 attaques 4-4 sans reine dégâts, on save à 5. Toujours, vous en remontrez des 3 modèles en phase violette. Cette unité peut trouver aujourd'hui de l'intérêt, bah, vous avez vu avec les bonus que donnent les autres héros et peut-être la sous-faction de pénétration d'armure. On peut arriver à des stat checks assez intéressants, le crit to hit et les +1/+1. Ensuite, on a les Fellbat qui n'ont pas bougé, qui sont toujours, je trouve, une unité exceptionnelle, un bouche de 12, 4-4, mais dégâts 2, donc quand vous ratez une save, ça fait très mal. C'est une unité qui fait très bien les tactiques, qui affronte très bien les unités sur les flancs, qui peuvent retreat une charge sans prendre de BM en bougeant de 12. Bon, pas grand-chose à dire, c'est toujours la même. Et pour finir, nous avons donc les loups qui restent la meilleure unité du BT, je pense. Ça joue par 10, ça fait 20 PV en save à 5, course et charge, qui peuvent perdre le beast éventuellement. Ça fait des super écrans, ça revient à la vie. Ça tape correctement, hein, 4-3, c'est pas dégueu. Vraiment une très très bonne unité. Donc je pense qu'on continuera à en voir dans les armées à travers cette nouveau tome de bataille. Voilà, donc c'est sur cette magnifique revue que va s'arrêter mon petit discours, tout ça. Vous comprenez un peu de frustration de ma part et je pense de beaucoup de joueurs le fait d'avoir perdu quand même pas mal de War Scroll. C'était des figurines assez chères qui avaient demandé du temps de l'investissement. Une non-nouvelle rejouabilité de l'armée, c'est toujours pareil, vous jouez depuis le début de la V4 et principalement c'est copier-coller de la V3, c'est dommage. On attendait peut-être un peu plus de sel à ce niveau-là. Cependant, l'armée prend un vrai up dans le sens où, même si on perd des War Scrolls, nous avons des nouveaux War Scrolls qui ont des singularités fortes. Et aujourd'hui, je pense que le Soul Blight peut vraiment se permettre d'avoir une armée qui est beaucoup plus cohérent, beaucoup moins je prends la table, je meurs, je reviens, je meurs, je reviens. Je pense que c'est beaucoup plus agréable aussi d'affronter Soul Blight aujourd'hui et pour le Soul Blight aussi de jouer. Donc très très intéressant. Ce petit bémol, une fois de plus, devoir passer à la caisse pour les décors de faction et les spells, mais ces derniers sont très structurants, donc
Voilà, à voir. En tout cas, je suis content d'un côté et déçu de l'autre. Je sais pas si tous les joueurs seront très satisfaits de cette nouvelle mouture. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et est-ce qu'on n'attendrait pas sur un potentiel ajout d'index sur ce BT-là, soit des nouvelles factions, soit peut-être des War Scrolls modifiés pour pouvoir s'amuser un petit peu plus avec tout ce qu'on a. Il y a certains War Scrolls, vous avez vu, tels que les zombies, la Corpse Carp, qui aujourd'hui, avant il y avait plusieurs Corpse Carp, là il n'y en a qu'une seule, ont perdu un peu d'intérêt. Est-ce qu'on n'aimerait pas retrouver aussi un Vampire Lord sur Dragon Zombie? C'est dommage qu'on l'ait perdu. Voilà, c'est tous ces questionnements aujourd'hui je me pose. En tout cas, j'espère que cette revue vous aura plu et surtout intéressé. N'hésitez pas à aller sur Phoenix Wargame pour faire vos achats avec le code EGID et bénéficier de 10%. Et surtout, si vous êtes intéressé par les régiments et les 2 armées de renom du livre d'armée, je les traiterai dans une autre vidéo, à savoir que l'armée de renom de Vordrai, à savoir Full Vampire, donc c'est Vordrai, Vampire Lord on Steel, Vampire Lord à pied, le nouveau Dragon Zombie et des Blue Knight, je crois qu'il n'y a que ça dedans, semble assez forte. Vous allez pouvoir faire charger vos Blue Knight en mêlée en permanence pour qu'ils soient toujours en dégâts 2 et donner pas mal de patates à vos Blue Knight. Donc intéressant à voir. Peut-être ne sautez pas non plus sur l'occasion d'acheter que des Blue Knight parce qu'il y a peut-être un monde où ça monte en points. Ou Wardrive monte en points aussi, parce que Games n'aime pas le spam. Donc à voir, mais voilà. Je vais vous souhaiter en tout cas une bonne soirée, une bonne journée au moment où vous regardez cette vidéo. Puis bah, à une prochaine. Ciao tout le monde!